Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dans le cadre de la Fête de l'Europe organisée par la Maison de l'Europe à Nantes. Je suis Claire Dutertre, chargée de projet Erasmus+ à l'Université de Nantes. Et j'ai l'honneur et le privilège d'animer ce webinaire dont la thématique est Voyager en temps de Covid, quelle forme de mobilité possible? Pour m'accompagner tout au long du webinaire, il y a Anissa Chabi, qui m'accompagne et qui va pouvoir gérer vos questions dans la petite bulle de conversation que vous pouvez écrire et nous pourrons répondre à vos questions à la fin de l'heure, donc pour un petit quart d'heure de questions-réponses. Et donc, pour cette thématique de voyager en temps de Covid, nous accueillons un panel d'intervenants assez diversifiés qui représente plusieurs secteurs de l'éducation et de la jeunesse, du scolaire à la formation professionnelle, l'associatif et à la jeunesse, très actifs dans les projets européens de mobilité Erasmus+, entre autres. Et cette activité européenne a été malheureusement ralentie par la crise pandémique depuis plus d'un an. L'essence même donc du voyage, qui est la rencontre de l'autre, a été arrêtée, voire figée pendant un certain temps. Mais c'est grâce à leur adaptabilité, à leur motivation et aussi parfois à leur persévérance que certaines parties ont pu, que certaines actions ont pu être menées. Et donc vous êtes tous là ici pour en témoigner aujourd'hui. Et nous avons entre autres donc Dominique Belleuil qui va représenter un peu on va dire l'enseignement scolaire, si je puis me permettre, parce qu'il faut savoir quand même que quand on dit mobilité Erasmus+, on pense plus évidemment à la mobilité étudiante, à l'auberge espagnole, mais l'enseignement scolaire est très actif. Et Dominique Belleuil, vous êtes chargé de mission au service de l'ouverture internationale des établissements catholiques de Loire-Atlantique. Tout d'abord, comment se passe la mise en œuvre, l'organisation des mobilités dans vos établissements scolaires en Loire-Atlantique? En période de Covid. En période de Covid, même avant pour la Ah oui, jeunesse, pour montrer un oui, petit peu comment ça se c'est passe ça. et comment vous avez fait face à cet obstacle. Ça. Alors, on a observé que les écoles primaires et les lycées professionnels étaient un peu en retrait par rapport aux lycées d'enseignement général de notre réseau. Et donc, on a mis en place à la direction diocésaine des consortiums Erasmus+, que l'on pilote. Et depuis 2017, on a lancé ça en 2017. Donc, on a envoyé 40 professeurs des écoles en 2018 et en 2020, on devait en envoyer plus d'une centaine. On a fait la même chose pour les lycées professionnels, donc une centaine d'enseignants et puis autour de 250 jeunes. Et donc la crise du Covid est arrivée assez tôt puisque on a été touché par l'Italie du Nord. Et je me souviens, avec beaucoup d'incrédulité, à l'époque, je pensais que c'était pas très grave, que c'était très limité à l'Italie du Nord. Et puis, progressivement, nos mobilités de Sicile ont été impactées également. Et puis, on s'est dit peut-être qu'on peut aller en Espagne quand même. Et voilà. Et donc, finalement, la France est retrouvée confinée. On s'est retrouvé avec nos dossiers 2019-2020 plantés. Notamment sur 2 établissements seulement. Donc, notre consortium de lycées professionnels, il y a 7 lycées et il y en avait 2 qui étaient touchés. Donc, c'était assez injuste puisqu'il y avait 5 lycées qui avaient pu faire la mobilité, puis 2 qui n'en ont pratiquement pas fait. Et on a cru, évidemment, qu'on pouvait reporter les mobilités à l'automne. Et non. Et donc, on a annulé ces mobilités 2019. Et sur nos projets 2020, on n'a pas pu encore faire les mobilités. Donc, on est en report. Et puis là, on nous demande de prévoir pour 21. Donc, on se retrouve en gros avec 3 dossiers en cours. Un dossier 2019 qu'on est en train de terminer le rapport final, un dossier 20 qui est reporté à l'an prochain et un dossier 21 pour 21-22. Donc, c'est vrai que l'impact est considérable sur
sur les mobilités. C'est considérable aussi sur la vie des équipes projets, hein, puisqu'on ne peut plus se retrouver, on travaille qu'en webinaire. Et quelque part, pour les nouveaux enseignants, c'est compliqué d'expliquer, de recruter. Voilà. Donc, c'est une grosse difficulté. Alors, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, ce qu'on a fait de ce temps un petit peu sans mobilité, mais ça a été un vrai défi pour nous et on s'est interrogé un petit peu sur l'avenir de nos projets de mobilité. Oui, bien sûr, parce que en effet, il n'y a pas eu de mobilité physique, c'est-à-dire que le voyage a été complètement stoppé, mais ça n'a pas empêché vos équipes de pouvoir se préparer, en tout cas de s'adapter d'une part, comme vous l'avez expliqué, mais aussi à se préparer à de futures mobilités et peut-être à travailler davantage sur le côté qualitatif d'une mobilité. C'est ça. En fait, on a trouvé qu'il y avait quelque chose qui convenait très bien à la période, c'était e-twinning. Donc, on a essayé d'inciter les gens à participer aux formations de Canopé. On a essayé d'inciter les personnes qui étaient inscrites sur eTwinning de vraiment rechercher un partenaire. L'idée, c'était plutôt que de faire un projet à court terme, essayer de faire un vrai partenariat d'école à école. Donc ça, c'est pour l'enseignement primaire. Pour les lycées professionnels, on s'est dit peut-être qu'on peut gagner en qualité. Et on a commencé une réflexion qu'on reportait depuis le début, depuis 2017, qui est l'engagement dans les EGVET. Hein, on s'est dit Alors, comment est-ce qu'on évalue. pardonnez-moi, Dominique, Oui, juste pour ceux qui ne connaissent pas, parce que les EGVET, c'est un acronyme qui fait un peu peur. oui, Ce sont donc les crédits européens pour la formation professionnelle, qui est l'équivalent un petit peu des ECTS pour l'enseignement supérieur. Donc, en fait, des crédits qui permettent de reconnaître les compétences acquises à l'étranger, et plus c'est particulièrement en Europe, en Union européenne. C'est ça, parce que nos élèves de bac pro qui partaient un mois faire un stage en Europe, ils étaient un peu pénalisés, c'est-à-dire qu'ils allaient faire leur stage, très bien, mais quand ils revenaient, ils devaient faire un autre stage pour rattraper les compétences que leurs petits collègues qui n'étaient pas partis avaient validées en France. Donc, ils n'avaient pas le droit à l'erreur lors de leur dernier stage en France. Donc, on s'est dit, c'est quand même dommage. Il y a des gens qui ne veulent pas partir parce qu'ils ont peur de se mettre en difficulté pour leurs études, alors que tout est fait, tout est mis en place pour qu'on puisse valider dans le pays européen, en coévaluation, les compétences acquises. Alors, pour ça, il y a un dispositif assez intéressant qui s'appelle l'EGVET, donc l'équivalent des ECTS. C'est un partenariat entre l'établissement d'envoi, donc le lycée français, l'établissement d'accueil, le lycée étranger, et puis le rectorat qui évidemment valide la qualité des compétences validées. Hein. Donc voilà, et donc c'est une réflexion assez longue. L'agence Erasmus nous a confié 2 tuteurs, hein, des experts EGVET, c'est comme ça que ça s'appelle, et donc on a commencé la réflexion avec eux. Et c'est assez intéressant parce qu'habituellement Erasmus avait l'habitude de faire la réflexion sur toute une journée, et là on a réussi à fragmenter en petits webinaires d'1h30 de vrais temps de travail. Nous, on travaille sur Team, donc on a des maisons Team. Et voilà, donc on a réussi à mettre ça en place avec peut-être plus d'enseignants qu'en présentiel. Parce qu'à nos réunions en présentiel, on n'a que les référents d'équipe projet, bon, on va dire 30 personnes. Et là, on a touché jusqu'à 60 personnes à un certain moment. Donc, on se dit, finalement, peut-être que nos futures mobilités, c'est ce qu'on espère, dans les années à venir, vont être enrichies par ce temps un peu de latence qu'on a utilisé pour ça. Voilà. Donc, gagner un petit peu en qualité. Voilà. Un temps de latence, donc, qui est devenu un temps de réflexion C'est ça. et de construction pédagogique finalement, puisque une mobilité qui peut, pour certaines entreprises, puisque là vous parlez de la formation professionnelle, elle peut paraître comme un petit séjour linguistique qui peut faire peur, on va dire, aux entreprises qui font partir, enfin, qui sont un peu dans l'obligation de faire partir leurs jeunes. Et là, le fait d'apporter ces EGVET et ce côté qualitatif et reconnaissance d'acquis est vraiment une valeur ajoutée pour démontrer qu'il s'agit d'un stage professionnel et non d'un séjour linguistique et que ce sera reporté ensuite dans les dans les différents parcours d'apprentissage des personnes, enfin des jeunes ou des enseignants même. Et ça permet aussi de re-questionner la qualité des partenariats. Certains lycées passaient par des intermédiaires,
qui faisait payer pour trouver un stage en entreprise et ça fonctionnait bien pour un lancement. Mais là, évidemment, on peut pas construire des ECVET avec des partenaires comme ça. Il faut un vrai lycée partenaire. Et donc, on a changé de partenaire dans certains lycées à cause des ECVET parce qu'on veut vraiment travailler comme ça à l'avenir. Donc, ça permet de raffiner un petit peu nos processus. Très bien. Et justement, vous me faites un très bon lien avec le prochain témoignage, puisque dans la formation professionnelle, en effet, le consortium est important. Les partenaires autant locaux, c'est-à-dire français que étrangers, sont importants et sont vraiment à mettre en avant dans une mobilité, puisqu'on n'envoie pas ces jeunes chez n'importe qui. Il faut vraiment que ça fasse, que ce soit en parallèle avec les compétences qu'ils peuvent acquérir à l'étranger. Euh, Robert Dufour, vous pilotez justement un consortium, le consortium CFA Sport Animation des Pays de la Loire, auquel sont associés différents acteurs que vous pourrez nommer pour justement nous expliquer un petit peu bah, qu'est-ce que ce consortium, qu'est-ce qu'il peut apporter justement de plus à une mobilité dans le cadre de formation professionnelle ou dans le cadre associatif également. Et comment vous vous êtes lancé justement en mobilité, puisqu'apparemment c'est quelque chose d'assez récent pour vos différentes institutions. En effet, Claire, le CFA Sport Animation des Pays de la Loire existe depuis 2015 et il a été construit sur la base d'un CFA hors les murs, c'est-à-dire que tous les employeurs qui inscrivent leurs apprentis au CFA nous confient 3 responsabilités, la responsabilité administrative, la responsabilité financière et la responsabilité pédagogique de leurs apprentis. Et pour ce qui est de la responsabilité pédagogique, nous contractualisons avec des organismes de formation qui, dans le jargon, s'appellent des UFA, des unités de formation en apprentissage, pour assurer ce côte-à-côte pédagogique, ce face-à-face pédagogique. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, le CFA compte plus de 350 apprentis avec 15 organismes de formation partenaires, 15 UFA, et porte 46 formations. Si on rappelle que l'apprentissage relève de la formation initiale, puisque l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation, c'est tout naturellement qu'avec les partenaires, nous avons voulu rentrer dans ces projets de mobilité européenne et internationale. Déjà, précédemment, avant la dernière loi qui nous impacte pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la loi de 2018, donc précédemment, la région qui avait la main sur l'apprentissage accompagnait les CFA et les apprentis sur des projets de mobilité. Avec les effets de cette nouvelle loi mise en place concrètement à partir du 1er janvier 2020, il nous a fallu changer notre fusil d'épaule. Et c'est comme cela qu'une réflexion a été menée avec des UFA qui le souhaitaient, de pouvoir monter un dossier auprès de l'agence de façon à bénéficier de la mobilité pour nos apprentis. Et donc, on a mis en place ce projet sur janvier 2020 que l'on a construit. Donc, on voit toutes les difficultés à la suite du retour d'expérience de M. Belleuil. Donc, on a mis en place ce dossier sur janvier 2020 autour du projet de mobilité et pour des formateurs et pour des apprentis avec 5 organismes de formation partenaires, 5 UFA, et puis 4 organismes de formation partenaires et 2 CFA, le CFA du sport et de l'animation et le CFA aussi sanitaire et social que je dirige. Et notre objectif était véritablement de travailler sur cette mobilité non seulement pour les apprenants, mais aussi pour les formateurs et pour les organismes de formation, de façon à se réinterroger sur ces pratiques et à s'acculturer sur la dimension européenne ô combien importante. Et justement, cette dimension européenne, comment a-t-elle pu être, comment vous avez pu garder votre dynamique quand la Covid est arrivée? Alors, en effet, quand on rentre un petit peu dans le détail, lorsque l'agence nous a dit, écoutez, votre dossier est validé, il est validé à hauteur de un petit peu plus de 270 000 euros sur des projets de mobilité pour les apprentis. Donc, on a 206 mobilités apprentis plus 20 accompagnateurs et 18 mobilités de formateurs. Il s'est avéré qu'avec la crise du Covid,
tous les secteurs ont été impactés et donc on ne pouvait pas mettre en place ces projets de mobilité sur 2021. Donc, au moins pour les apprentis, la messe était dite, si je puis me permettre, avec un report de notre projet sur 22 jusqu'à la fin de l'année civile 2022, là où normalement le dossier était porté jusqu'à l'été 2022. Mais de façon à ne pas reporter trop les choses, nous avons veillé à mettre en place, malgré tout, des formations de formateurs puisque notre idée était d'acculturer aussi les formateurs à ce projet de mobilité. Et c'est comme cela que dès le 11 décembre dernier, et on a recommencé le 8 janvier suivant, on a pu mettre en place cette formation de formateurs à la culture européenne, à ce que l'on va chercher dans un projet de mobilité, et peut-être aussi à comprendre dans quelle mesure un apprenant, un apprenti qui va sur un projet de mobilité peut être mis en insécurité linguistique, et être mis en insécurité aussi matérielle, parce qu'ils vont dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils vont faire des choses qu'ils n'imaginent pas, et bien comment cette insécurité peut aussi être vécue par des formateurs. Et en tant que formateur, eh bien, comment je peux nommer aussi des situations en anglais, comment je peux me débrouiller lorsque je pars dans un autre pays de l'Union européenne qui n'a pas forcément l'anglais comme langue maternelle, mais qui utilise l'anglais puisque c'est la langue dans laquelle on peut s'exprimer, quel que soit le pays dans le monde. Donc, c'est ce travail que l'on a commencé à faire et c'est ce travail que l'on poursuit de telle façon que, on l'espère, sur la deuxième partie du second semestre 2021 et sans doute plus sûrement sur le premier trimestre 2022, ces projets de mobilité vont pouvoir être mis en place. Et notamment, nous travaillons avec un partenaire à Berlin qui est une association qui réunit des établissements socio-éducatifs, donc partenaires de l'université, pour proposer ce travail de formation pédagogique dans le social, dans le travail social, et pour nous aider, nous, organismes de formation, à former nos formateurs dans ces projets de mobilité. Donc, en effet, on voit par vos deux témoignages, Robert et Dominique, que les ressources, enfin que l'impact de la Covid a provoqué en fait une déferlante, on va dire, positive pour les ressources pédagogiques et qui ne peut que bénéficier aux mobilités à venir, puisqu'elles vont bien les construire. Est-ce que vous pouvez nous parler, donc vous avez tous les deux demandé des subventions auprès de l'agence Erasmus+, pour toutes ces mobilités, autant pour les apprenants que pour les enseignants. Est-ce que tout au long de cette période, vous avez été bien accompagnés? Parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui veulent monter un dossier, mais qui ont un peu peur de ce qui pourrait se passer par la suite, parce qu'on est un petit peu dans le flou sur les voyages en Europe, même si ça commence un petit peu à se concrétiser. Est-ce qu'il faut y aller parce qu'on est bien accompagné? Peut-être Dominique, allez-y. Oui, je prends la main. Oui, je trouve que l'agence a très bien réagi. D'abord, elle a simplifié les procédures. Donc, il y avait une procédure que j'avais déjà utilisée par le passé qui était le cas de force majeure. Bon, c'était un peu compliqué. Là, on a une procédure simplifiée. C'était un tableau Excel et c'était très simple d'utilisation avec beaucoup d'accompagnement. Il y a eu aussi des gestes, beaucoup de facilité pour reporter les mobilités, hein, très, très facile. Et puis, il y a aussi le fait que l'agence a décidé de maintenir les frais d'organisation. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas parties, eh bien, l'agence a décidé de verser les frais d'organisation en disant vous aviez préparé des choses pour faire partir 100 personnes, il y en a 50 qui sont parties, eh bien, on va vous verser des frais d'organisation pour les 100 personnes. Voilà. Donc, financièrement, ça a beaucoup aidé les établissements pour préparer les futurs Erasmus Day, les Journées de l'Europe, etc. Donc, en fait,
ça donnait beaucoup de visibilité à ce que voulait l'agence. Hein. Et puis, on le voit, l'agence, dans le nouveau programme 21-27, c'est un peu une réponse à beaucoup de choses, mais c'est vrai que la lecture qu'on peut en faire, c'est que l'agence pense que cette crise du Covid, ça génère beaucoup de frustration, mais que ça va repartir encore plus fort qu'avant. Et je pense que là, on travaille l'envie, le besoin de partir, et on a les moyens de le faire. Donc, l'agence a vraiment très bien accompagné les équipes projet et donné une bonne visibilité. Je prendrai un seul exemple. Jusqu'à présent, on était pour les projets, nous on enchaîne les projets, sur la prise en compte de la performance passée. Hein. C'est-à-dire que si une année, vous aviez 100 mobilités, que vous faisiez partir 90 personnes et que l'année d'après, vous en demandiez 150, on vous disait, bah, écoutez, vous avez demandé 100 la dernière fois, vous avez fait partir 90, l'an prochain, ce sera 90. Voilà. Et bien là, ils ont fait sauter ce verrou pour 2019 en disant, bah, ce n'est pas de votre faute, hein, il y a la crise du Covid, et donc on ne va pas vous pénaliser si vous n'avez pas pu utiliser toutes vos mobilités. Donc il y a eu quand même beaucoup de souplesse, avec, c'est vrai, c'est de l'argent public, c'est normal qu'il y ait un cadre assez strict, mais l'agence s'est particulièrement adaptée pour ça. Je prends un seul exemple pour terminer. Pas plus tard que hier soir, j'ai reçu encore de la part de l'agence 3 mails pour les 4 forces majeures, et les mails sont partis entre 20h et 22h. Hein. Donc, on voit qu'il y a vraiment une préoccupation de la part de l'agence, à l'écoute et un peu aux petits soins des équipes projet pour se dire, bon voilà, on est conscient que c'est difficile, que de l'argent a été engagé, que des gens n'ont pas pu partir, qu'il y a beaucoup de frustration, mais on peut vous accompagner. Oui, c'est important parce que surtout dans votre réseau, il y a des écoles qui n'ont pas forcément non plus, enfin, c'est du temps, c'est beaucoup de temps Oui. de préparation. Donc, il ne faut pas non plus les dégoûter justement de la mise en place de la mobilité. Et je crois savoir d'ailleurs que vous avez de nombreuses candidatures pour cette nouvelle année. Tout à fait. Donc, ce qui est très bon signe, ça veut dire que malgré ce qui s'est passé, la motivation est toujours là. Les équipes veulent vraiment aller davantage en Europe pour leurs écoles. Oui, puis ça nous a on ne voulait pas non plus obliger les gens à partir, parce que voilà, tu t'es porté candidat pour partir, tu dois partir, sinon on va être embêté avec cette bourse, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui avaient la peur au ventre hein, de partir, prendre l'avion en novembre. On a eu des gens qui sont partis en octobre dernier à Malte, mais 2. Très peu de gens ont voyagé durant l'année 2021, et on peut les comprendre. L'agence ne nous a jamais obligés à partir. Et ça aurait été contre-productif. C'est-à-dire, les gens qu'on aurait obligés à partir seraient partis et après, on ne les aurait plus jamais revus. Hein. Donc, effectivement, cette grande souplesse, c'est un bon investissement pour l'avenir. Tout à fait. Robert Dufour ? Oui, non, j'abonde totalement dans ce que dit Dominique, c'est que on voit bien que l'agence a fait preuve d'une très grande souplesse, une très grande agilité compte tenu de cette situation sanitaire. Mais ce que je constate aussi, c'est que sur les appels à projets pour les périodes à venir, on constate une grande simplification aussi des dossiers. Parce que souvent, et moi c'est ce qui m'a amené à réfléchir à 2 fois avant de porter ce consortium. On voit bien que le dossier, je ne l'ai pas là, mais il est malgré tout assez, comment dirais-je, assez rigide. Conséquent. Il y a un certain nombre, voilà, un certain nombre de questions par lesquelles il faut passer, de thématiques dans lesquelles il faut rentrer. Alors nous, un consortium à 6 partenaires, par moment, on s'arrachait les cheveux et puis faire comprendre ce que pouvait être un consortium dans l'apprentissage, faire comprendre que en matière d'apprentissage, comment on pouvait placer un CFA hors les murs. Qu'est-ce que c'est qu'un CFA hors les murs et donc quelle est la place des UFA là-dedans? Donc c'était un petit peu compliqué. Et donc par rapport à cette question, je suis heureux de constater quand même que la charge administrative a eu tendance à s'alléger. On le voit bien que c'est dans le droit fil de la volonté des élus européens hein, qui veulent véritablement mettre en place ces mobilités pour faire toucher du doigt autrement l'Europe. Et nous, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons été amenés avec les CMEA
qui mettent en place des projets de mobilité depuis longtemps, avec les Francas aussi, mais pas sur l'apprentissage, avec le CFA des formations sanitaires et sociales qui le faisait déjà, avec Famille Rurale un petit peu, et le basket qui s'est lancé. C'est bien pour ça qu'on a voulu porter cette mobilité de façon à nourrir les formations de la dimension européenne, une des raisons qui nous a animés sur ce projet de mobilité et de consortium. Et justement, mobilité qui s'est concrétisée quand même pour vous, puisque pour prendre suite et pour rester dans la thématique des mobilités de formation professionnelle, nous avons Hélène Cariou avec nous, qui est formatrice à CMEA. Vous êtes non seulement formatrice, mais vous avez également accompagné un groupe de stagiaires en Allemagne en 2020. Donc, je vais vous laisser décrire un petit peu cette mobilité, quand est-ce que ça a eu lieu, mais c'est un premier témoignage pour prouver que pendant la pandémie, on peut partir sous différentes formes, bien sûr, mais le voyage est permis. Oui, tout à fait. Alors du coup, pour vous redonner un petit peu le contexte, moi j'ai accompagné un groupe sur une mobilité avec les CMEA, qui est un organisme de formation dans le champ d'animation volontaire, mais aussi professionnelle, entre autres activités. Et donc, je suis partie avec un groupe de stagiaires BPGEPS. C'est une formation en alternance pour être animateur, animatrice professionnelle. Si vous me permettez, Hélène, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu donc BPGEPS, et c'est un brevet professionnel donc en une année. J'insiste parce que il faut aussi saluer le fait que des BP, même dans une seule année en alternance, peuvent partir en mobilité. Ils sont tout à fait éligibles. Donc, un point d'honneur à ça. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. On essaye d'accompagner les stagiaires BPGEPS chaque année à partir, en général, en Allemagne. Il y a vraiment une semaine qui est consacrée aux questions de mobilité, d'interculturel. Donc, c'est un BPGEPS, là, celui qui est parti, qui a une spécificité éducation à l'environnement et au développement durable, vers de l'animation environnementale. Donc, ça a été, vous avez souvent parlé de souplesse, d'adaptation dans les précédents témoignages. Et effectivement, ça a été aussi le mot d'ordre pour nous, pour l'équipe encadrante, pour les stagiaires aussi, pour les partenaires. Donc, on était sur une mobilité qui était prévue en avril 2020, qui avait été préparée. On avait présenté la mobilité aux stagiaires. Ils avaient pu poser leurs questions. On avait commencé de l'animation linguistique. Et finalement, le premier confinement est arrivé et la mobilité a été repoussée à une date inconnue. En fait, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Et on a eu une petite ouverture en août, un mois avant le départ effectif. On nous a dit que c'était possible de recaler cette mobilité à mi-septembre. Donc, ça a été un peu la panique pour tout le monde, pour les stagiaires qui devaient s'organiser. Certaines ont une vie de famille, des enfants à faire garder, etc. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu le profil de ces stagiaires, justement. Alors, oui, il n'y a pas vraiment de profil type. En fait, il y a des personnes qui ont une vingtaine d'années et qui se lancent dans un parcours pour devenir animateur, animatrice professionnelle. Il y a aussi des personnes qui sont en reconversion. Il n'y a vraiment pas de profil type, en fait. Des personnes qui peuvent avoir entre 18 ans et 60 ans. Il y a des profils donc très diversifiés. Voilà, donc quand même un nombre non négligeable de personnes qui ont des enfants, une vie de famille pour lesquelles c'est plus compliqué de s'organiser à un mois avant le départ. Donc effectivement, et puis même pour l'équipe encadrante, en fait, on était 3 à être prévus sur cette mobilité et j'ai été la seule des 3 à pouvoir partir. Les 2 autres personnes ont changé parce que autre obligation professionnelle.
Donc on s'est adapté très très vite. On avait aussi toute la difficulté les frontières étaient sur le point de se refermer en fait fin septembre. Donc on avait des régions françaises qui étaient placées en zone rouge, pour lesquelles il fallait effectuer un test PCR 48 heures maximum avant l'arrivée sur le territoire allemand. J'ai notamment dû faire ce test et donc j'ai dû me mettre en contact avec les autorités sanitaires allemandes. Il y avait la question de faire traduire les résultats du test PCR en allemand, ce qui n'était pas envisageable de la part des autorités françaises. Donc ça a été un petit peu compliqué au début. Finalement, ça s'est réglé très très vite. Les autorités ont été vraiment très réactives et on a pu mettre en place cette mobilité avec presque tous les stagiaires, une équipe encadrante opérationnelle. On a 3 stagiaires, 2 ou 3 stagiaires qui n'ont pas pu partir pour obligations familiales notamment. Donc, vous êtes parti avec un groupe de combien de personnes à peu près? De mémoire, je crois qu'il y avait 17 stagiaires. Ce qui est quand même assez conséquent, oui. Oui, tout à fait. On a quand même la grande majorité des personnes qui ont réussi à s'adapter pour partir. Donc, ça a été une belle surprise et puis aussi de la part de notre partenaire à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Notre partenaire, c'est une association qui s'appelle Doc Europe et qui n'avait pas vu de groupe depuis plusieurs mois. Donc, qui avait fait un peu de mobilité virtuelle, mais qui n'avait accueilli personne depuis, je pense, à peu près 6 mois et qui était vraiment très heureuse de retrouver un groupe, d'accueillir de nouvelles personnes. Et donc, vous étiez un peu précurseurs, en fait, les premiers à passer après les vagues de la pandémie. Oui, tout à fait. Et donc, ça leur a fait du bien, je pense, mais ça leur a demandé malgré tout beaucoup d'adaptation parce qu'on est sur des formations professionnelles dans l'animation. En temps normal, on aurait visité beaucoup de structures, été au contact avec des publics, des groupes d'étudiants et d'étudiantes. Et là, il y a toute une partie qui n'a pas été possible parce qu'il y a des partenaires qui ne voulaient pas prendre le risque d'accueillir des groupes quand ils reçoivent du public, du jeune public, ce qui est complètement normal. D'autres personnes qui ont accepté de recevoir des groupes, mais avec une jauge limitée. Donc, on s'est souvent dédoublé, détriplé au sein du groupe pour pouvoir faire un maximum de visites sans gêner les personnes qui nous accueillaient. Il y a quelques visites qui se sont annulées, mais malgré tout, on a pu vraiment voir la grande majorité des lieux qu'on avait voulu voir au début. Donc ça a été vraiment très positif. Donc, ces obstacles sont liés bien sûr aux conditions sanitaires, puisque malheureusement le côté social en a pâti. Peut-être d'autres frustrations justement par rapport à la formation. Il me semble que justement le stage qui était à l'origine, il fait partie d'un parcours d'apprentissage bien spécifique. C'est pour ça qu'il arrive en avril. Et le fait d'avoir ce stage donc d'une semaine en septembre, ça perturbe un petit peu la formation. Oui, tout à fait. Il y a eu 2 frustrations un peu majeures. Effectivement, là, la mobilité, elle arrive beaucoup plus tard que prévu dans la formation. Du coup, les personnes sont en fin d'année, en train de rédiger les écrits de fin de formation, en train de passer leur certification. Et donc, ça a pu générer pas mal de stress chez certaines personnes qui disaient on est hyper content de partir, mais en fait, en termes de timing, c'est pas évident parce qu'on a énormément de choses à faire. Donc ça a été une des principales frustrations qui a quand même été, je trouve, dépassée parce que la mobilité s'est vraiment bien vécue et a été très riche et je pense a pu aussi nourrir les réflexions des stagiaires par rapport aux certifications. Et la deuxième frustration majeure qu'il y a eu, c'était par rapport au programme off, en fait, nous, en tant qu'équipe encadrante, on avait préparé un petit programme d'événements culturels qui auraient pu se vivre, des sorties possibles pendant les temps libres pour les stagiaires. Et il y a vraiment, je crois qu'il n'y a rien de ce qui avait été préparé qui
qui a pu être investi par les stagiaires, tout a été annulé. Et du coup, on a rencontré des personnes de manière formelle qui nous ont fait visiter leur structure, qui nous ont présenté le fonctionnement du travail social en Allemagne, les enjeux environnementaux, mais on n'a pas eu de rencontres un peu plus détendues avec des personnes en informel. Je pense que ça a pu manquer au groupe, effectivement, même Oui, si le surtout que bilan oui. est quand même très positif dans l'ensemble. Oui, parce que dans une mobilité, l'objectif, au-delà du professionnel, c'est bien sûr le culturel, le social, les sorties, les rencontres avec les personnes locales. Donc, c'est vrai que c'est toujours frustrant de ne pas voir comment les gens vivent de façon normale, on va dire, si on peut parler de normalité. Oui, tout à fait. Et puis ça changeait beaucoup par rapport aux habitudes que les stagiaires pouvaient avoir suite au confinement. Je pense que ça aurait peut-être même fait un peu beaucoup s'il y avait eu de la rencontre informelle. Il y a eu, en fait, le groupe de stagiaires se retrouvait pendant quelques semaines, mais ça leur a permis vraiment de faire groupe. Ils étaient plus habitués à passer du temps ensemble. Ils faisaient beaucoup de temps de formation en visio. Donc, peut-être que ça aurait été même un peu beaucoup de se retrouver, de faire groupe au sein du groupe de stagiaires et en plus d'aller à la rencontre de personnes de Hambourg. Donc, finalement, un côté positif, puisque la vie de groupe, justement, le stimuli du groupe d'apprentis, enfin de stagiaires était plutôt bénéfique pour leur formation. Donc, Oui, c'est un oui, mal pour un bien, si on tout à peut fait. dire. Ça a vraiment fait du bien de se retrouver dans un contexte différent, dans un pays différent, et pouvoir se retrouver en tant que groupe de formation. Robert Dufour, vous aviez une Oui, intervention? oui, juste pour répondre à la question de la frustration. Donc, bien évidemment, dans le cadre du consortium, les groupes avaient été envisagés sur des projets de mobilité. Et notamment, j'ai un groupe au Franca qui devait partir sur ces projets de mobilité. Et donc, nous avions présenté ce projet au groupe. Et là, immanquablement, on a eu des objections. Mais comment je vais faire? J'ai des enfants, mais comment je vais faire? Parce que partir 15 jours, etc. Donc, beaucoup d'objections pour ne pas partir. Puis, malheureusement, la situation du Covid avec le troisième confinement nous a amené à annuler ce déplacement. Ah bah oui, mais alors là, c'est plus possible et nous, on avait prévu de partir, etc. Et donc, pour dépasser cette frustration, question que vous posiez, Claire, on a proposé au groupe en fait un projet de mobilité nationale. Et là, la région, le Conseil régional des Pays de la Loire, nous accompagne financièrement sur ce projet de mobilité nationale, c'est-à-dire par rapport aux 4 objectifs que l'on fixe dans nos projets de mobilité, le pas de côté, nourrir les formations par une nouvelle dimension, favoriser le croisement entre les structures et les métiers, et puis mettre en place des pédagogies actives, eh bien, on l'a fait en allant sur une autre région de l'Hexagone pour justement faire ce pas de côté. Donc la frustration, elle existe, mais quelquefois, on peut réussir, avec un peu d'imagination, à dépasser la frustration, même si malheureusement, ce n'est pas sur des mobilités européennes, bien qu'on aurait très bien pu l'imaginer en allant à Strasbourg, par exemple, et faire toucher du doigt les... Oui, votre micro est en silencieux, Robert. Oui, et donc on aurait très bien pu imaginer la mobilité sur Strasbourg et leur faire toucher du doigt la mobilité européenne en allant dans les institutions. Voilà. Mm. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Mais c'est déjà un premier pas, parce que pour ce genre de public, c'est vrai que la mobilité, c'est aussi prendre le train, partir, pour les plus jeunes, peut-être partir pour la première fois seul, loin de la famille. Donc c'est important d'avoir ce premier pas, justement, de sortir de son environnement, tout simplement. Et même si c'est pour une semaine, même si en effet la mobilité, enfin le pays qui quand même a réussi à accueillir ce groupe qu'Hélène vous avait décrit a dû refuser certaines activités. Ils ont pu le faire, ils ont pu être présents et c'est plutôt un succès. Donc, j'enchaîne justement avec. On était en Allemagne, on va vous faire un petit peu, on va poursuivre un peu ces témoignages
mais cette fois-ci avec deux jeunes qui sont actuellement en mobilité. Donc évidemment, vous ne le voyez pas puisque nous sommes tous derrière un écran, mais elles ne sont pas en France comme nous, enfin, en tout cas comme moi et puis les précédents intervenants. Nous allons vous faire voyager donc d'abord en Autriche et ensuite en Allemagne, puisque nos deux bénévoles ici présentes sont partis, enfin, sont actuellement dans des structures grâce à la subvention Corps européen de solidarité, qui fait partie du programme Erasmus+ actuel et qui a pour objectif d'aider les jeunes de 18 à 30 ans à s'investir à l'étranger et à participer à des actions de bénévolat ou de volontariat. Donc Chloé ou Éléonore, si jamais vous voulez en dire un peu plus sur ce Corps européen de solidarité, n'hésitez pas. Et donc Chloé Pénigel, vous êtes actuellement en Autriche. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre séjour, votre mobilité, quelles sont vos missions et comment vous avez pas pu partir en pleine pandémie? Alors, tout à fait. Donc, je suis actuellement donc, asienne donc, dans la capitale autrichienne et je suis volontaire dans un kindergarten. Donc, je m'occupe d'enfants qui ont entre 2 et 6 ans, dans un kindergarten qui est germanophone. Je suis en Autriche depuis le 1er octobre et je reste 9 mois, donc jusqu'en juin. Alors, pour resituer un petit peu, j'étais déjà en mobilité en 2019-2020 lors d'un échange universitaire qui malheureusement donc, a été stoppé lors du confinement au printemps. Donc j'avais très envie de repartir par la suite, prendre une année de séjour dans mes études et repartir à l'étranger. Peut-être que c'était de la naïveté, mais c'est vrai qu'à la fin, au début de l'été, quand la situation avec le Covid s'était un petit peu arrangée, voilà, je me suis dit, bon, je vais repartir et ça, le Covid sera toujours là, mais bon, ça ira. Donc, c'est comme ça en fait, que j'ai contacté la Maison de l'Europe qui m'a permis en fait, de partir, de connaître le Corps européen de solidarité et de partir cette année. Donc, évidemment, ça a été impacté par le Covid, puisque la situation en Autriche est un peu similaire à celle qui se passe en France. Donc, il y a aussi eu des confinements tout au long de ces mois d'hiver et là au printemps. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de pouvoir quand même travailler et de pouvoir faire plein de choses dans le respect des règles sanitaires. Alors justement, quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur place? Qu'est-ce que vous ne pouvez malheureusement pas faire? Alors moi, j'ai de la chance, je peux travailler au kindergarten tous les jours. Ça a été un petit peu stoppé lors du deuxième confinement, donc en novembre, parce qu'il y avait trop peu d'enfants en fait, au kindergarten, donc je ne pouvais pas venir tous les jours, je venais 2 fois par semaine. Après, voilà, les enfants sont revenus petit à petit, et puis même s'il y avait moins d'enfants, je pouvais quand même venir travailler. Je pense que mes collègues et la structure dans laquelle je travaille étaient assez conscients que c'était quand même plus intéressant pour moi de venir travailler, même s'il y avait moins à faire que de rester à la maison. Donc, je peux quand même travailler. Donc, tout ce volet-là n'a finalement pas changé. Après, on va dire que c'est le à côté du volontariat. Le volontariat, ce pas seulement le projet lui-même, c'est aussi les rencontres, les voyages qui se passent à côté. Alors, je vous entends un peu mal, Chloé. Je ne sais pas si c'est le cas des autres intervenants. Vous m'entendez bien, Chloé? Oui, je vous entends. Oui, je pense que ça oui. juste Oui, ça c'est bon. Oui, je pense qu'il y a eu un passage. Oui, voilà. Là, on vous entend mieux. Oui. Comme je disais, le volontariat, ce n'est pas seulement le temps lui-même, c'est aussi beaucoup de rencontres et puis éventuellement des voyages qu'on peut faire à côté. Ça passe. Alors, oui, je vous entends, mais vraiment de façon assez robotique. Peut-être que si vous coupez votre caméra, ce sera peut-être plus facile Peut-être, ouais. de vous entendre en général s'il y a un seul réseau. Alors, j'ai un petit souci avec mon téléphone. L'autre volontaire peut... Oui, à ce moment-là, c'est ce que j'allais vous proposer. On va continuer de voyager. On va monter en Allemagne, où vous êtes actuellement, Éléonore.
Donc toujours dans le même cadre, hein, en tant que bénévole volontaire corps européen de solidarité. Donc vous avez eu plusieurs étapes lors de votre séjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé en Allemagne euh, et comment se passe votre mission ou vos missions pendant cette pandémie? Oui, alors donc moi je suis arrivée en Allemagne en septembre donc 2020. Je suis partie pour faire une année de césure. J'ai commencé comme fille au pair dans la ville de Francfort, donc dans une famille avec 3 enfants. Voilà, et donc je suis arrivée en septembre. Donc de septembre à octobre, j'ai eu l'occasion donc de me faire des amis, de voyager, de voilà, de profiter un peu de la vie sans confinement parce que depuis novembre en Allemagne on est confiné. Donc ça reste un confinement plus souple que celui que vous pouvez vivre en France, vraiment. Mais ça reste un confinement quand même, sans bar, sans restaurant, sans magasin, sans avoir beaucoup de possibilités. Mais donc voilà, en fait, j'ai eu quand même cet avantage de me faire des amis avant. Et donc, ce qui a fait que c'était déjà plus facile pendant le confinement de garder du contact, de voir du monde. Donc voilà. Donc en février, fin janvier, début février, j'ai cherché à trouver un nouveau job, du coup, ici en Allemagne, parce que celui d'au pair ne me plaisait plus vraiment. Et donc, j'ai commencé à faire donc un volontariat du coup, du Corps européen de solidarité. C'était aussi appelé le service volontaire européen il y a quelques années, donc peut-être que ça vous parle un petit peu plus. Et donc j'ai commencé ça en mars et je me suis décalée dans la ville d'Aschaffenbourg, vers Colpar, à côté, donc juste à 30 minutes de Francfort, en Bavière cette fois-ci. Voilà, et donc, en fait, moi, mes missions, je suis, donc on va appeler ça une sorte de garderie, en fait, dans une grande Schule. Donc, c'est l'équivalent du cycle 3, donc des enfants de 6 à 10 ans. Et donc, en Allemagne, les enfants ont seulement cours le matin. Et donc, moi, je suis avec d'autres collègues et un autre groupe d'éducateurs, du coup, l'après-midi. Et là, on fait plus de l'aide aux devoirs, des activités avec les enfants, des choses créatives. Donc voilà, et après, je suis dans une maison des générations. Donc c'est une association où les personnes peuvent venir se retrouver et faire des activités tous ensemble. Cette maison de génération est fermée donc depuis novembre. Et donc je ne fais seulement que la garderie à l'école, mais je garde contact avec les personnes de la maison des générations. Donc voilà, tous ceux qui sont au niveau, parce qu'il y a quand même des gens qui sont en présentiel. Donc voilà, et donc ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'envisager là peut-être de faire des choses en ligne avec l'association de la Maison de Génération pour voir ce qui pourrait être fait, car on ne sait pas vraiment quand est-ce que le confinement va être levé ici. Voilà. Et par rapport à votre vie sociale, Oui, est-ce que c'est frustrant de ne pas justement, enfin, est-ce que vous pouvez rencontrer des personnes, enfin, c'est un peu l'objectif aussi de ce genre de mobilité, c'est aller à la rencontre d'autres jeunes comme vous. et bah oui, justement, moi j'ai la chance de m'être fait pas mal d'amis à Francfort en fait. Donc, et ce qui fait que je suis encore à Francfort. Donc, enfin, pas encore, mais j'y vais régulièrement. Donc, j'ai gardé contact avec mes amis. Ici, donc je suis dans un petit village où il n'y a pas vraiment de collège. Enfin, il y a un collège, mais il n'y a pas de lycée, ni forcément d'université. Mais mes collègues, j'ai des collègues assez jeunes ou des collègues qui sont aussi des stagiaires. Donc, ce qui fait que je peux quand même garder un contact avec des jeunes. Et en fait, il y a aussi un avantage quand on fait un corps européen de solidarité, c'est qu'en fait, il y a déjà plusieurs volontaires souvent dans votre région. Et donc, l'organisme d'accueil, donc là, moi, par exemple, où je suis en Allemagne, donc en Bavière, l'organisme organise des activités, donc soit c'est des événements en ligne, des sortes de meetings, ou alors même, on a pu en mars se rencontrer avec tous les jeunes qui étaient au niveau de l'ouest de la Bavière. Et donc ça fait du bien aussi de pouvoir partager ces expériences, de voir d'autres personnes. Et on a aussi des séminaires en ligne, donc c'est exactement ce que j'ai fait cette semaine. Donc Mm. les séminaires, en fait, bon, normalement, c'est pas en ligne, mais bon, là, ça a été adapté en ligne. Et donc, en fait, on se retrouve avec d'autres volontaires. Donc là, on était une douzaine. Donc, c'est des personnes qui viennent aussi, ça fait 2 mois qu'ils sont arrivés. Et voilà. Et en fait, ces séminaires sont assez intéressants parce que du coup, on parle pas mal de nos situations, de comment on le vit. Ça s'échange, il y a pas mal d'échanges là-dessus. Et ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Et puis, voilà, ça permet aussi de faire des projets pour l'été. Donc,
Voilà. Donc, en fait, ce sont d'autres volontaires comme vous, mais qui sont en Allemagne comme vous et qui viennent d'autres pays d'Europe. Exactement, voilà. Donc, rien que pour vous dire, c'était très rigolo parce que pour se présenter, on devait tous parler dans notre langue maternelle. Et donc, c'était assez rigolo parce qu'il y avait vraiment plein de langues. Et non, justement, et puis on a beaucoup échangé aussi sur l'identité et sur la culture. Et donc aussi, qu'est-ce qui fait qu'on est européen et qu'est-ce qui fait l'Union européenne. Donc, non, c'est des façons aussi de pouvoir communiquer avec d'autres jeunes. Donc voilà, même si c'était en ligne, on a appris des autres et on a pu échanger. Très bien. Donc, la dynamique, justement, avec les autres jeunes est restée, même si c'était virtuellement, malheureusement. Peut-être que d'ici. Alors, vous restez jusqu'à quand en Allemagne? Je termine en août, le 31 août. Donc, peut-être qu'il y aura un prochain rassemblement en présentiel, sait-on jamais. Voilà. Chloé, je vois que vous avez retiré votre caméra. Peut-être qu'on vous entend un peu mieux? Oui, j'espère. Je pense pas que Oui, je puisse remettre ma caméra, mais en tout cas, c'est je me très suis. bien. C'est très bien. On vous écoute. Oui, donc je ne sais plus trop où j'en étais, mais un peu pour réagir sur ce qu'Éléonore disait par rapport à la vie sociale. C'est vrai que ça limite enfin, les possibilités, mais en même temps, ça me donne aussi l'impression que les personnes qu'on rencontre sont dans le, enfin, si c'est d'autres volontaires, sont dans le même cadre, enfin, sont dans le même cas que nous. Et donc, ça crée aussi des liens un peu plus forts parce que finalement, on rencontre peu de gens et donc, du coup, on se lie plus facilement et plus intensément avec les personnes qu'on rencontre. Donc, c'est peut-être aussi un avantage, si on peut dire. C'est un peu moins Euh, éphémère, oui. Exactement. Et j'ai également eu aussi accès à ces trainings dont parlait Léonard. Ça fait complètement partie en fait du corps européen de solidarité. J'ai eu de la chance de pouvoir faire le premier en présentiel. Donc, c'était encore possible en octobre. Il y avait une petite fenêtre, on avait pu le faire en présentiel. Donc, c'est vrai que ça aide aussi à rencontrer des gens vrais ou même, enfin, même si c'est virtuellement, à rencontrer des gens et à pouvoir discuter de ces thématiques et notamment de la façon dont la pandémie impacte notre mobilité. Donc, c'est quelque chose en fait qui est vraiment, enfin, dont les organisateurs ont vraiment conscience et les projets dans lesquels on travaille ont vraiment conscience. Donc, voilà, on n'est pas laissé de côté et on prend vraiment soin de nous par rapport à ça. Enfin, c'est l'impression que j'ai toujours. Oui, parce que apparemment, autant, alors là, je vais vraiment utiliser un vocabulaire spécifique à Erasmus+, mais autant votre organisme d'envoi, qui est la Maison de l'Europe, que votre organisme d'accueil, donc hôte, vous a soutenu tout au long de votre séjour, dès le début ou dès la fin. Et peut-être que d'ailleurs, Dominique Belleuil, vous qui êtes administrateur à la Maison de l'Europe, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette thématique, sur le corps européen de solidarité? Votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne lit pas sur les lèvres. En tout cas, pas moi. Voilà. Oui, alors c'est une thématique qui va monter en puissance dans les années à venir. On était sur 5 mobilités annuelles et là, on a déjà triplé et on va monter encore en puissance au fil des années. Donc, il faut le faire savoir autour de soi. La Maison de l'Europe de Nantes va de plus en plus accompagner les jeunes volontaires pour ce type de mobilité. La réflexion qu'on a à la Maison de l'Europe, c'est de créer une sorte de petit fil rouge, puisque la Maison de l'Europe intervient de la maternelle jusqu'à l'université. C'est de se dire, bon, dans les maternelles, l'objectif, c'est de faire savoir qu'il y a des pays européens, un autre territoire que le territoire national, qu'il y a une Maison de l'Europe, évidemment. Hein. Progressivement, en collège et en lycée, on va un petit peu plus loin en lien avec les programmes scolaires. Donc, on approfondit les programmes scolaires d'histoire, de SVT, en donnant une dimension internationale, en montrant toujours qu'il y a une Maison de l'Europe. Et puis, progressivement, au cours du lycée, en fin de lycée, eh bien, quand le jeune va se dire pourquoi pas partir faire une mobilité, eh bien, il va se dire évidemment, la Maison de l'Europe peut m'accompagner. Donc, cette mobilité internationale, pour nous, c'est un peu le fil rouge qui accompagne toutes nos actions. Donc, on va essayer de créer ce lien. Alors, on a revisité toutes les propositions pour les écoles, collèges, lycées, universités. Et puis, en lien avec cela, on va développer les mobilités. Donc,
ne pas hésiter à dire autour de soi que ça va être de plus en plus facile d'être accompagné par la Maison de l'Europe de Nantes pour faire des mobilités en Europe. Et surtout, quel que soit son profil, parce que c'est vrai que justement, l'exemple d'Éléonore et de Chloé est très, reflète bien justement le fait qu'il n'y ait pas besoin. Alors, vous me reprenez si j'ai tort, hein, mais le profil, c'est juste d'être un jeune entre 18 et 30 ans et d'être volontaire et d'avoir envie. Voilà, il n'y a pas de diplôme requis, même pas de. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin d'une compétence linguistique spécifique, justement, alors germanophone pour vous deux d'ailleurs. Mais ça fait partie de l'inclusion que veut promouvoir le programme Erasmus+. Alors, il y a aussi... pour revenir Oui, Chloé. Pardon. Je voulais juste dire, ça dépend vraiment des projets en fait. Je sais par exemple, dans le kindergarten dans lequel je travaille, ils n'attendaient pas quelqu'un avec un niveau linguistique particulier. Après, dans d'autres projets, voilà, ça peut être demandé, mais c'est quand même assez courant en fait que les organismes qui accueillent des volontaires étrangers ont conscience en fait que le niveau linguistique ne va pas, enfin, ils ne demandent pas forcément des personnes qui vont être bilingues. Ce qui est rassurant, puisque c'est la grande peur des Français, que de parler une autre langue à l'étranger et de faire des erreurs. Donc c'est une belle ouverture et c'est surtout une très belle possibilité, malheureusement encore méconnue. Donc c'est bien de le promouvoir ici. Vous vouliez ajouter peut-être quelque chose, Dominique? Oui, les quelques établissements scolaires de notre réseau qui accueillent des volontaires européens, en fait, eux, ce qu'ils recherchent, c'est plutôt des gens qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui parlent allemand, surtout pas français. Alors, je dis surtout pas, si, un petit peu, mais c'est pas le critère prioritaire. Le critère prioritaire, c'est justement un apport culturel différent, un apport linguistique, de la co-animation, voilà, ce que fait un petit peu Éléonore à Francfort, dans la région de Francfort, c'est un petit peu ça, hein, le type de poste qu'on propose aux volontaires étrangers chez nous. Alors justement, Éléonore et Chloé, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui sont intéressés mais qui n'osent pas se lancer, notamment à cause de ce qui se passe, à cause de cette pandémie? Quel serait on va dire, ce qui pourrait les pousser? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les pousser à partir davantage et à se tourner, entre autres, vers la Maison de l'Europe pour avoir cette expérience de mobilité un petit peu, enfin voilà, de volontaire et puis un petit peu hors parcours d'apprentissage, même si en soi, il y a beaucoup de compétences à acquérir. Chloé, peut-être? Je vois que votre micro est ouvert. Moi, je conseillerais vraiment à des jeunes de partir même maintenant parce que déjà, ils ne le regretteront pas dans le sens où on apprend quand même beaucoup, même si on ne peut pas faire tout ce qu'on souhaiterait ou tout ce qu'on s'imaginait, on peut quand même faire beaucoup de choses. On apprend beaucoup sur une nouvelle culture, on apprend une nouvelle langue parfois, on rencontre quand même des nouvelles personnes et puis on apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes, on apprend à être un peu plus flexible et à mieux se connaître et parfois à se découvrir de nouvelles passions. Donc c'est vraiment un programme qui est très bien pensé et qui est très enrichissant, même en temps de Covid. Éléonore? Je suis tout à fait d'accord avec Chloé. Moi, j'ai juste envie de dire, lancez-vous, partez à l'étranger. Non, je veux dire, dans le sens que c'est vraiment une occasion en or, justement, d'apprendre sur vous, d'apprendre des autres. Puis même partir dans un pays qui n'est pas le vôtre, ça change quand même. Il y a pas mal de petites règles, il y a des petites choses voilà, qui sont pas pareilles forcément. Et donc, voilà, et le corps européen de solidarité, donc lui, il apporte beaucoup déjà parce que surtout en temps de Covid, comme on disait, ça permet quand même de rencontrer des personnes. Donc voilà, et aussi en termes de missions, en fait, les missions, on les fait. On n'a pas forcément de barrière de langue, comme on disait, donc vous pouvez parler les langues que vous savez parler. Et justement, en fait, on vous encourage donc à partager votre culture, voilà, à montrer que vous n'êtes pas du pays, vous êtes d'un pays dans l'Union européenne, mais aussi vous avez votre culture et vous pouvez le valoriser. Et je trouve que c'est une forme d'échange très intéressante. Et voilà, donc oui, moi je dis aux personnes de se lancer. Oui, on est vraiment dans l'échange interculturel et surtout,
dans cette situation, je pense que les gens ont peur de partir parce qu'ils ont peur d'être isolés. Il y a ce sentiment d'isolement ici en France avec le télétravail, etc. Et c'est ce qui peut inquiéter les différents jeunes à vouloir se lancer. Donc, vos témoignages sont vraiment d'une importance cruciale. Enfin, vos témoignages à tous. Je vois qu'il est 14 heures. Nous allons donc clôturer ce webinaire. Anissa, j'ai vu qu'il y avait au moins une question. Oui, absolument, Claire. Déjà, je voulais tous vous remercier pour vos témoignages très intéressants et très importants, puisque l'idée, c'était quand même de pouvoir montrer que malgré cette pandémie, malgré cette crise que nous connaissons tous, donner un petit peu d'espoir à ceux qui souhaiteraient partir et leur montrer que c'est possible. J'insiste sur le fait que la Maison de l'Europe peut vous accompagner dans cette démarche-là et voilà, peut vous accompagner dans n'importe quel projet européen que vous pouvez avoir. La question que nous avons dans le chat, elle est posée par Olivier Rabalan du collectif TCAP et il souhaiterait qu'on parle un petit peu plus, je ne sais pas si peut-être Dominique ou même Claire d'ailleurs, vous avez de la matière sur ce sujet, qu'on parle des mobilités virtuelles qui ont été proposées par l'agence Erasmus+. Est-ce que l'un d'entre vous... Je laisse Dominique ou peut-être Robert, je ne sais pas. Allez-y. Je pourrais compléter. Alors moi, j'ai eu quelques cas. Euh, Certaines mobilités concernent des formations linguistiques en Europe. Donc, le professeur va suivre pendant une semaine ou 15 jours des cours d'anglais, d'espagnol, d'italien, etc. en Europe. Donc, l'idée, c'est que est-ce qu'on ne pourrait pas suivre des cours un petit peu comme nous aujourd'hui, de chez soi, donc, ça a un coût. Hein. Donc, il y a eu quelques cas dans notre consortium de formation virtuelle, effectivement. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de mobilité physique, mais il y a eu un enseignement qui a été. Certaines écoles irlandaises, par exemple, ont basculé vers des cours à distance et donc ça a été pris en charge par l'agence. Voilà. Je sais qu'il y a eu d'autres propositions, mais moi, c'est le témoignage que je peux apporter. Ça s'est limité à quelques cas, 3 ou 4 pour notre consortium. Oui, en général, on parle un peu plus de mobilité hybride, puisque Oui, voilà. la mobilité virtuelle, enfin voilà, ça n'a pas de logique. Donc, il s'agit d'une mobilité. Alors, pour d'autres cas, il s'agit d'une mobilité physique. Donc, moi, je pense à des étudiants qui sont partis à l'étranger, mais qui ne pouvaient pas assister à leurs cours et qui ont suivi, comme vous l'avez indiqué, Dominique, des cours à distance. Donc, mobilité hybride, c'est une mobilité physique avec des activités virtuelles. Et en effet, c'est une alternative qui est proposée par l'agence Erasmus+, et qui peut être finançable. Donc là, c'est le côté hybride qui est tout nouveau et qui se reflète maintenant dans le nouveau programme, puisque pour toutes ces activités virtuelles sont assez valorisées pour justement contrecarrer et pouvoir quand même planifier sa mobilité physique en Europe ou à l'international avec cette possibilité, cette alternative virtuelle. Merci à tous les deux. Et moi, j'aurais peut-être une dernière question, puisque Claire, vous avez posé la question à nos deux jeunes volontaires, peut-être du conseil qu'elles pouvaient donner à d'autres qui nous regardent et qui auraient envie de partir. J'ai envie de poser la même question du coup à nos autres intervenants sur la mobilité scolaire et la mobilité professionnelle. Quel serait pour vous le conseil ou en tout cas un petit mot de conclusion que vous pourriez nous livrer aujourd'hui voilà, et livré à ceux qui nous écoutent. Peut-être Robert, puisque vous avez votre micro allumé. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que en tant que chef d'établissement, nous avons une vraie responsabilité, une responsabilité sociétale à l'égard de nos jeunes, à l'égard de nos apprenants. Parce que l'expérience d'Éléonore et de Chloé est très riche, mais il me semble que, en tant que chef d'établissement, c'est important qu'en amont, il y ait une première expérience comme le disait tout à l'heure Claire, de sortir des frontières de l'Europe, de pouvoir s'autoriser à prendre le train, à prendre l'avion pour aller dans un autre pays
à se rendre compte que, bah oui, tout compte fait, notamment compte tenu de notre niveau linguistique en France, on n'est pas complètement bilingue quand on va en Allemagne ou quand on va dans un pays de langue anglophone, mais que fondamentalement, c'est quelque chose de très riche, que ce pas de côté, non seulement d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue professionnel, puisque l'apprentissage est là pour développer des compétences professionnelles. Et donc, je pense que nous avons véritablement cette responsabilité, que nous soyons dans la formation initiale à temps plein, les collèges, les lycées, les écoles, mais aussi l'université, mais aussi la formation professionnelle en alternance. Nous avons cette responsabilité de façon à donner envie ensuite, eh bien, par exemple, dans ceux que je connais le mieux, des apprentis, leur donner envie de partir. Et moi, j'en ai chaque année quelques-uns, alors pas forcément un train, mais j'en ai quelques-uns qui souhaitent aller développer leurs compétences professionnelles dans l'animation, dans l'accompagnement de la personne en difficulté, sur des formations de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs spécialisés. En Italie, par exemple, parce que l'Italie est dans une démarche d'inclusion complètement différente de la démarche d'inclusion française. Et les moniteurs éducateurs, les éducateurs spécialisés, les animateurs bénéficient d'un enrichissement en allant en Italie qu'ils ne soupçonnent pas. Et donc, c'est juste en une phrase, je pense qu'on a véritablement cette responsabilité en tant que chef d'établissement de donner cette première expérience pour derrière, en tant que jeune professionnel, vous en fassiez ce que vous voudrez, mais que vous ayez surtout en tête l'idée de vous autoriser. Parce que c'est souvent ça, on se crée des barrières, on a peur et donc on n'y va pas. Quand on arrive à franchir la barrière, eh bien, on se rend compte que tout compte fait, bah oui, je baragouine mal en allemand ou en anglais, mais j'arrive à me faire comprendre. Et puis, ce sont des expériences absolument fabuleuses. S'autoriser. Merci beaucoup. Donc, franchir les barrières, franchissez les barrières, osez. Hélène, peut-être vous voulez aussi compléter ce que vient de dire Monsieur Dufour. Oui, tout à fait. Je trouvais ça très intéressant, la question du pas de côté. Et je trouve ça crucial aussi sur la question des apprentissages, des formations professionnelles, notamment là, la mobilité qu'on a vécue en Allemagne. Ça permet aux personnes vraiment de se décentrer, d'ouvrir leur champ de perception, de qu'est-ce qui se fait dans l'animation dans d'autres pays. On a accès à des choses qui se font pas chez nous, qu'on n'aurait pas forcément imaginé, qui peuvent être très très riches, qui ont donné envie de faire évoluer leur pratique à des personnes pendant la semaine et qui ont même aussi donné envie à certaines personnes de repartir individuellement sur des mobilités plus longues en Allemagne. Donc, peut-être que la question de la mobilité de groupe, ça peut être un premier pas un peu plus sécurisant vers l'interculturel pour ensuite, si on a envie, repartir seul sur quelque chose de plus conséquent. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande de par ce que je fais quand j'accompagne des groupes et aussi de manière personnelle parce que je suis aussi beaucoup partie et ça apporte énormément. Merci Hélène. Dominique, peut-être le mot de la fin? Je ne sais pas. On s'est beaucoup interrogé effectivement sur, comme on ne partait plus, qu'est-ce que nous apportaient ces mobilités. Au-delà de la découverte de l'Europe, la citoyenneté, du sentiment de construire une nouvelle entité européenne, fondamentalement, je crois que ça a été dit par les uns et les autres, ça permet d'être mieux motivé quand on est élève, c'est-à-dire les élèves qui partent, nos jeunes bac pro, quand ils partent, eh bien, ils ont pris conscience que le monde du travail était plus riche qu'ils pensaient, que c'était intéressant, ils se sont remotivés. La mobilité transforme vraiment les classes qui partent. Hein. Il y a un avant, il y a un après. Et puis, c'est un des plus beaux compliments que j'ai eu de toute ma carrière. C'est un enseignant d'une 50aine d'années qui me dit « Vous m'avez redonné par cette mobilité, vous m'avez permis de partir, etc. Vous m'avez redonné goût à mon métier. » Et je trouve que c'est ça un petit peu, ce pas de côté permet de retrouver des astuces, des idées, une envie de bouger qui fait que quand on revient, eh bien, on est transformé.
Alors, c'est vrai que ça peut être très court, c'est une semaine, c'est 15 jours, c'est un mois, mais ça change profondément et on a envie de repartir, on a envie de construire des projets, pas forcément dans l'international, dans le développement durable, dans le sport, enfin voilà, on revient transformé. Donc, on a tout intérêt à développer ces mobilités internationales et c'est vrai que quand on voit les nouveaux programmes Erasmus, eh bien, il y a de plus en plus de possibilités de partir. On peut partir pour suivre des cours, pour enseigner, pour observer. On peut partir avec ses élèves pour faire un stage, pour échanger, jouer même. On a des skill competition en lycée professionnel. Vraiment, il y a plein d'ouvertures, plein de possibilités. Il faut s'en saisir et vous verrez, vos jeunes, vos collègues, ils vont vraiment changer. Merci pour ces témoignages positifs et enrichissants. Merci à tous de nous avoir suivis. Peut-être Claire, vous voulez dire le mot de la fin, le vrai mot de la fin. Voilà. Mais merci pour vos témoignages qui nous ont fait voyager malgré tout, virtuellement tout de même. Et surtout, merci d'être présent et de motiver les troupes parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, la mobilité, ce n'est pas que du bottom-up, c'est aussi du top-down. Et sans les institutions, on ne peut pas partir, mais sans les jeunes volontaires motivés, on ne peut pas partir non plus. Il faut vraiment que ce soit des projets qui embrassent tout profil et on est plutôt bien parti. En tout cas, ce webinaire le prouve, c'est que c'est possible de partir. Il y a eu des obstacles, on les a contournés, on les a embellis, on va dire, pour trouver des alternatives qui ont permis, si ce n'est de partir vraiment en mobilité, qui ont permis au moins de travailler davantage à mobilité pour mieux partir dans quelques mois. On va être optimiste dans quelques mois. Donc, merci à tous pour ces beaux témoignages. Très belle fête de l'Europe, puisque c'est grâce à l'Europe qu'on peut partir. Tout de même, ne l'oublions pas. Et puis, très bon week-end également. Merci. Merci. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.